Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on va parler de cette France dont personne ne parle, dont personne n'écoute, évidemment, que les médias ne veulent évidemment pas montrer. Et pour ce faire, j'ai quelqu'un que vraiment j'aime beaucoup, que je suis depuis de nombreuses années. C'est notre ami Christian Combaz, alias Campagnol TV. Alors, comment je vous appelle? Merci. Christian Combaz, Campagnol. Non, mais de temps en temps, C'est plus maintenant. Quand je parle de moi-même, dans Twitter, je dis Campagnol pense ceci et cela. C'est plus simple et puis c'est plus modeste quand même. Mais soyez, bon, il n'y a pas d'appellation particulière. Vous savez, vous vous faites rare, alors que lorsqu'on a fait l'annonce que vous veniez chez nous aujourd'hui, eh ben on a vu que les gens vous aimaient beaucoup. C'est gentil, c'est vrai. Bon, c'est vrai, je ne peux pas vous dire le contraire. Je suis arrêté souvent dans les supermarchés, donc c'est vrai. Mais comment vous l'expliquez ça? Oh, bah, y a une familiarité aussi physiquement. Je corresponds à une sorte d'archétype. Il y a un côté un peu hugolien, etc. Donc ça doit jouer. Le fait que ce que je raconte est généralement assez populaire dans les deux sens du terme, c'est quand même la vie des gens. Le fait que les gens soupçonnent quand même, à juste titre, que j'ai fréquenté la haute des idées, la haute tout court, journaliste au Figaro pendant des années, et en même temps, campagnard indubitablement, on peut vérifier, je suis campagnard de vocation depuis l'âge de 25 ans. J'ai acheté ma maison là-bas vers 25-28 ans, dans le Languedoc lointain. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas revenu à Paris très souvent, mais bon, et j'ai eu une existence de journaliste parisien aussi, beaucoup voyagé, mais le gîte est resté le même pendant 42 ans. Et puis, il y a cette façon aussi de se raconter dans ces vidéos d'une manière dont on ne parle plus. C'est-à-dire, avec un vocabulaire qu'on n'utilise plus, une façon qu'on ne voit plus. Ça, c'est vous qui... Non, mais si, parce que je trouve que cette façon de faire... On me le dit parfois, mais ça, c'est pas ma faute. C'est que, par exemple, je vous dis, c'est pas ma faute et pas de ma faute. Vous voyez, un exemple, j'ai été élevé à dire les choses dans l'esprit et dans l'acception correcte. Et c'est pas ma faute. Les jésuites de Paris... Le problème, c'est qu'au moment où nous sommes devenus mûrs, moi, à 22 ans, à la publication de mon premier livre, j'étais déjà démodé. Par la France de Mitterrand, par Philippe Jean, par des gens comme ça. Donc, en tant que romancier, j'ai été démodé à 25-28 ans. Mais vous savez que cette France-là que vous représentez, eh ben, elle est empreinte d'une grande nostalgie. Alors maintenant, ça commence à revenir. On se dit que peut-être les gens qui ont préservé, un peu comme en Europe de l'Est, entre parenthèses, je vous le signale, l'Europe de l'Est est une sorte de conservatoire aussi, notamment dans les arts et lettres, surtout dans les arts, on va dire, sculpture, peinture, etc. Et on voit bien à quel point toutes ces années de permissivité américanisante ont été stérilisantes pour nous. Nous avions quand même une civilisation extraordinairement féconde. Et elle a beaucoup diminué. Enfin, regardez, lisez un livre de Virginie Despentes. Ouais, c'est tout. Comment vous l'expliquez, ça? Écoutez, c'est terrible parce que même les Américains dont elle s'inspire sont meilleurs qu'elle. Je le sais puisque j'ai traduit beaucoup de ses livres un peu déjantés, notamment Michael Chabon, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un type qui circule toujours entre les pilules, les affaires de sexe, etc. Et donc elle s'est beaucoup inspirée de cette littérature californienne déjantée des années 70-80, et elle le fait mal, c'est moche, ça sent le renfermé, enfin c'est terrible. Voilà. Alors ensemble, on va parler de la France, évidemment. On va parler aussi de quelques affaires, parce qu'on aime bien ça, vous et moi. Les affaires d'État, un peu, quoi. Alors, moi j'aime ça. Non, mais j'aime ça. Moi, j'aime beaucoup ça, en tout cas. Oui, ça, je le sais. Je vous arrête pas. Je vous laisse partir devant, parce que, pour ma part, je me contente d'analyser l'écho que j'en reçois. Oui, je fais pareil. J'analyse aussi. Au café local, etc. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un an, tout le monde disait « Non, arrête que c'est bêtise, la Brigitte, etc. » Et maintenant, les gens ne me disent pas ça. C'est vrai. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Alors, je vais présenter le plateau. On va revenir au grand entretien. À votre droite, vous avez Natacha Luoviac, journaliste qui a écrit Mon adoration avec Jésus et qui travaille avec Richard Boutry. Bonjour, chère Natacha, comment ça va? Bonjour Mike, écoute, très très bien. Je suis très contente que tu me reçoives. Moi de même. À ton émission Géopolitique. Moi de même. Et en plus avec Monsieur Combaz, que j'admire depuis longtemps. Voilà. Les femmes vous aiment beaucoup. Alors, les femmes aiment beaucoup Christian Combaz. Comment ça se fait, ça? Oui, ça se fait pour son franc-parler, mais effectivement avec son beau verbiage.
Voilà. Verbiage, c'est mal connoté. C'est mal connoté, mais parce que parfois il peut y avoir des petites intonations, voilà, d'humour, mais on sent une force, mais qu'on retrouve plus du tout, voilà, dans les soi-disant vedettes qui nous sont vendues par les mainstream, où finalement, plus on est vulgaire, plus on en fait, et voilà, plus c'est fun. Justement, mais finalement, on trouve ça pas fun du tout, on en a marre. Justement, toi qui viens de ce monde médiatique à la base, en tant que journaliste, tu sens qu'il y a quand même une baisse de niveau par rapport aux Français d'avant. Par exemple, la génération Belmondo, même dans le cinéma, par exemple, Belmondo, Delon, Brigitte Bardot, Tout à fait. C'est le nivellement par le bas, toujours plus bas. Toujours plus bas, on veut nous mettre à un niveau zéro pour nous empêcher finalement de réfléchir et surtout de nous élever au beau, ce qui nous permettrait de comprendre à quel point on va en ce moment dans une espèce de terreur dégoûtante. Donc il faut qu'on n'ait plus aucun accès à la culture, à la véritable culture, et ne plus penser. Merci beaucoup, chère Natacha. En face, nous avons la magnifique Lara Stam de Radio Courtoisie. Merci. Comment ça va, chère Lara ? Ça va très bien, ravie de retrouver ce beau plateau, ravie de voir que ce qui correspond à... Quand on vient de l'URSS, en fait, on est inspiré par une France de galanterie, de courtoisie, de ce côté un peu vraiment traditionnellement, ce qui a toujours inspiré la Russie, la belle langue française. Et donc, tout ce qui se perd, on le retrouve avec vous. Donc, merci d'être là et merci de nous faire vivre cette culture française traditionnelle qui est tant appréciée dans le monde entier. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup, chère Lara. À ta droite, Philippe Perlin, économiste, toujours avec sa superbe cravate or, spécialiste du Bitcoin et éditorialiste. Comment ça va, cher Philippe ? Très bien, en forme. Aujourd'hui, tu vas parler de... Je sais pas, ouais. On va parler... Alors, parlons-en peut-être 20 secondes. Juste avant, une annonce que Emmanuel Macron a fait au Salon du Livre. Il veut mettre une taxe sur les ventes de livres d'occasion. Oui, c'est scandaleux. Hallucinant, mais je vais en parler, je vais voir de quoi ça procède aussi. Hein. Ça ne vient pas du hasard. Dont les auteurs sont censés bénéficier ou non ? Oui, justement, mais je vais expliquer d'où ça vient. Je vais expliquer pourquoi ça vient à ce moment-là. Je pense que plutôt le Trésor public va en bénéficier que les auteurs. Je pense que c'est plus ça. Mais, cher Christian, voilà, justement, Lara disait, voilà, en Russie, nous aimions cette belle langue, cette façon de faire française. Je précise, j'aime beaucoup la Russie, je l'ai beaucoup fréquentée, et même à Campagnol, j'ai 3 années de suite, 3 années un peu dures, j'ai reçu des nouveaux riches russes, qui étaient des petits-neveux d'un vieux monsieur que je connaissais, et qui m'ont dit, ils m'emmerdent, est-ce que je peux venir l'été avec eux ? Et ils sont venus, et donc nous avons parlé russe dans ces années 90, et voilà, j'ai appris le russe par osmose, devant le frigidaire où ils passaient leur temps à aller piocher dans le jus d'orange, parce que pour eux c'était très exotique. Apparemment il n'y en avait pas assez en Russie. Et enfin bref, j'ai connu cette Russie de la perestroïka la plus épaisse, parce que et je ne sais même pas ce qu'il est devenu, ce pauvre Mikhail. Voilà. Mais vous avez toujours des amis, Vladimir. Et j'ai des amis, absolument, j'ai des amis, et même j'ai attiré des Russes. Alors c'est assez curieux, à Campagnol, j'ai vu arriver avant les événements, donc avant le Covid même, juste l'année d'avant le Covid, j'ai vu arriver une famille de gens très bien, 40 ans, des enfants genre 12-15 ans, bien habillés, avec un énorme Nissan, vous savez, ces gros 4x4. Et puis je me suis dit, tiens voilà, des touristes qui viennent des beaux quartiers de Nîmes. Et en fait, en regardant la plaque russe. Donc en fait, au moment où l'Amérique a réussi à provoquer le clash entre la Russie et l'Europe, eh bien à ce moment-là, il y avait déjà un tourisme russe terrestre vers des villages comme les nôtres. Donc en fait, s'ils avaient laissé le phénomène s'accentuer, on aurait eu des touristes russes comme on a des touristes allemands. Mais ils ont cassé ce phénomène. Bien sûr. Alors en parlant du Languedoc, là vous venez du Languedoc sur Paris, comment vous trouvez Paris actuel ? Je trouve Paris, c'est devenu un hub. C'est-à-dire que en venant du Massif central, je tourne à droite vers Étampes, et entre Étampes, Brétigny, Savigny-sur-Orge, vous avez le cloaque français qui est en développement depuis 5-7 ans,
le plus infernal, c'est-à-dire l'énorme ville-usine de Amazon. À côté, tous les champs sont investis par d'énormes entrepôts d'échanges européens. Donc c'est la négation absolue de la nature. Les champs périssent les uns après les autres. Et en plus, c'est marrant, cette zone est la zone de création du premier carrefour. Ah oui. En 1960, quelque chose comme ça. Donc en gros, elle est maudite. Et je connaissais le médecin et sa famille qui possédaient le château qui a été rasé pour faire le premier carrefour. Mais ça, c'est un phénomène Île-de-France, capitale, alors, ou sud de même Paris, dans le Languedoc. Sud de Paris et nord de Paris. Est-ce que même dans le Languedoc, vous voyez... Non, le paysage est intelligent dans le Languedoc. Ils n'investissent avec leurs usines que les zones insalubres, pleines de moustiques et trop plates. Mais dès que c'est un peu vallonné, et c'est vallonné partout, vous avez par exemple un triangle d'or qui est grosso modo Toulouse, Carcassonne, Millau, Rodez. Et là, il n'y aura jamais rien parce que c'est très vallonné, les petites routes serpentent. Voilà, jamais aucun TGV, jamais aucune grande nationale. Donc on est préservé par ça, y compris mentalement, puisque évidemment... Voilà. C'est-à-dire que déjà, il y a 30 ans, vous avez vu que le mondialisme allait arriver sur Paris et vous l'avez fui. À 25, 28 ans, j'ai acheté ma maison avec mes premiers salaires d'écrivain et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que en tout cas, le lieu avait été bien choisi. Il n'a pas été dévasté par le modernisme. Les âmes, un peu plus. On en reviendra. Ah bon, les âmes aussi ? Dans les âmes. Oui, j'ai compris, les âmes. Un peu plus. C'est-à-dire que les habitants du Languedoc, là où vous êtes, vous sentez qu'ils sont de plein pied dans la mondialisation ? Non, mais ils la subissent, et ils la subissent avec un peu de terreur, et donc ça les rend un peu désagréables. Ils voient bien que leur mode de vie est menacé, ils voient bien que le compteur Linky, on force la porte des fermes pour le poser, ils voient bien que le 80 km/h est imposé sur la petite route derrière chez eux, donc ils commencent à comprendre que le gouvernement ne leur veut pas de bien. Et donc, évidemment, ils ont tendance à défendre leur quant à soi. Et alors, le Covid a énormément accentué tout ça, parce qu'il y avait cette méfiance de l'autre qui a pris un tour un peu sanitaire. Donc, c'était un peu fâcheux. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que chez nous, les vaccinolâtres purs et durs, les staliniens, c'était les staliniens. C'est-à-dire, c'était les anciens communistes qui sont devenus des espèces de capots du vaccin. Donc, oui, parce que Languedoc, c'est très à gauche, je crois. C'est assez à gauche. Et alors, il y a beaucoup de gens très cégétistes qui se sont mis à dire toi, tu fais ce que tu veux, mais nous, on est entre nous, au café, avec notre vaccin, nos machins, nos passes sanitaires. Donc, on est une poignée à s'être reculé en se disant voilà, c'est l'émergence d'un phénomène mental qui est dangereux. Comment vous l'expliquez, ça que malgré tout, tout ce mondialisme vient même dans le fait province. Je pense que les cabinets américains avaient des psychologues très rusés qui savaient où était la faille psychologique chez tout le monde. Je pense que les Indonésiens, ça a dû être pareil. Et donc, à travers cette histoire du parasite, parce que le virus est un parasite, quand on a la peur du parasite, on a une sorte de tendance à se défendre, et on leur a expliqué qu'ils ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes utilement s'ils n'obligeaient pas les autres à se défendre eux-mêmes. Donc là, on était parti dans une espèce de sketch grotesque, et on le voit bien maintenant. Et je vois que votre sujet, c'est est-ce que la révolte est en route ? Je pense qu'elle est en route aussi grâce à la découverte de cette mauvaise action psychologique qui est planifiée. Mais est-ce qu'elle est vraiment en route ? Parce que bon, ça on l'a écrit certes sur notre miniature, mais est-ce que c'est la réalité ? Est-ce qu'elle est en route ? Ou est-ce qu'il y a une forme de résignation dans le pays ? On a parlé avec monsieur l'économiste. Je pense que la résignation n'existe pas, la prudence existe, et la prudence va voler en éclats le jour où le prétexte au chahut général sera lancé. Et quand on a fait ces écoles dans les lycées un peu durs, on sait très bien qu'il n'y a pas une mouche, on entend une mouche qui vole dans la salle d'études jusqu'au moment où le pion rate une marche. Et là, c'est le déchaînement. Je pense, pour résumer, que Macron va rater une marche à un moment. Laquelle, par exemple Là, il en a déjà raté plusieurs. Oui, mais justement, ça le truc, c'est qu'il en rate beaucoup, et il est réélu. Je pense que là, il ne va pas rater une marche, il va carrément tomber du perron. Là. Il va tomber du perron. Parce que, en plus, ça ne dépend pas de nous. C'est un peu dommage, d'ailleurs, parce que la France a le privilège d'avoir ce passé qui monte à la Bastille. Je pense que le prétexte de la montée à la Bastille va venir d'ailleurs.
ça me paraît évident. Alors, vous avez écrit Légende campagnole en 2012. Pourquoi ce livre? Alors justement, ça c'est assez intéressant parce que ça va dans notre... en gros, j'ai écrit ce livre parce que je voulais écrire un éloge des braves gens. On m'a dit, mais t'es fou, l'éloge des braves gens, c'est pas du tout vendeur. Les braves gens, d'abord, c'est nul. Ils avaient l'idée de Brassens. Alors justement, je voulais expliquer que Brassens avait un peu cassé l'image des braves gens parce que c'était des gens sur lesquels on pouvait compter en politique depuis Victor Hugo. Et donc, le Flammarion, à l'époque, m'a fait la gueule jusqu'à ce que je renomme le livre. J'ai écrit ce livre et il était sous-titré « À l'écoute de la France qu'on n'entend pas ». Pour résumer l'histoire, je suis allé voir 3 ans, 4 ans après, avec un succès relatif du livre, Nicolas Bétou, qui dirigeait alors Le Figaro, dont j'étais un ancien rédacteur, et j'ai dit à Nicolas Bétou, écoutez, je ne vous demande pas grand-chose, mais je viens de rentrer de l'étranger, puisque je venais de passer 6 ans à l'étranger, est-ce que vous me consentiriez une rubrique mensuelle, mettons, sur le thème « La France profonde, celle qu'on n'entend pas ». Et il m'a dit ces mots incroyables, d'une insolence, enfin pas d'une insolence, d'une grossièreté terrible. Il m'a dit, c'est exactement le genre de rubrique dont nous n'avons pas besoin. Fascinant. Tu as dit ça, le rédacteur du Figaro. Enfin, absolument. Alors heureusement, il a été viré comme rédacteur du Figaro. Figaro dit de droite à l'époque. Il était nul par ailleurs, donc il a indisposé de son monde par le même genre de phrase, et il a fini à l'Opinion, qui est un journal minable financé par le CAC 40. Donc c'est vraiment bon. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir cet aveu incroyablement violent. La France profonde ne nous intéresse pas. Elle n'est pas l'avenir du pays. Là, en fait, on est plus ou moins ici pour dire que peut-être que si. Bien sûr. Justement, à contrario, pourquoi, pour vous, cette fascination de la France profonde? Qu'est-ce qu'elle a à nous apporter à nous, Parisiens? Alors, quand on a un peu de culture, la France profonde, c'est la France historique. Même le paysan qui n'a jamais lu aucun livre d'histoire a de l'histoire en lui. C'est amusant. C'est l'enracinement. Voilà, alors beaucoup d'entre eux, alors ça passait par les curés, mais j'ai connu des érudits de campagne, et j'en connais encore d'ailleurs, entre parenthèses, parce que l'érudition, l'intelligence profonde en campagne est très, très bien distribuée. Même si les gens ne sont pas nés dans la soie, s'ils cherchent la culture, ils la trouvent. Et moi, par mon intermédiaire, 2 ou 3 personnes de mon entourage, parmi les ouvriers agricoles, attention, ont voulu lire des choses que j'avais en disque dur. Donc j'ai donné un disque dur à un type qui se reconnaîtra, et il y avait tout Spinoza, tout Kant, tout, il s'est tout envoyé. En 2-3 ans, il s'est envoyé la totalité de la philosophie. Donc ça, c'est vraiment fascinant, parce qu'il y a quand même un appétit. Et c'est pareil pour les mathématiques, dont je ne suis pas un spécialiste, vous davantage j'imagine, mais les mathématiques, il y a des dons en mathématiques qui franchissent les barrières sociales, et vous trouvez des ouvriers agricoles qui comptent admirablement, et même qui sont capables de réflexion mathématique. Et c'est pour ça que l'État, au vu de cette intelligence populaire, veut se faire en gros alors, absolument. Ce qui est assez fâcheux, c'est qu'à travers la pâtée américaine, on essaie de tuer cette aptitude de départ. Alors, heureusement, grâce aux écoles d'ingénieurs, ça ne peut pas être le cas tout à fait, puisque là, j'ai encore le cas d'un fils de facteur que j'ai aidé à entrer dans une école parisienne énorme, pas polytechnique mais presque, et il était fils de facteur. Et donc, il y a notre système éducatif pour les grandes écoles est quand même encore très très bien fait. Mais il peut très bien, enfin il peut, vous voyez à qui je fais allusion, il peut très bien le casser, hein, il suffit. Mais comment vous expliquez qu'aujourd'hui la France, j'ai l'impression que la France c'est le pays le plus attaqué par cette mondialisation. Comment on peut l'expliquer ça? Alors là, c'est justement ça, c'est intéressant parce qu'il y a un côté fille aînée de l'Église, même en économie, enfin pas en économie, mais en sciences. On voit très bien, le pourcentage de scientifiques d'origine française est énorme, d'inventeurs. Moi, je suis convaincu, mais c'est pas très à la mode, qu'il y a beaucoup de génétique là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une génétique de l'inventivité mentale. Et je cite toujours un exemple qui est celui des synthés. J'adore les synthétiseurs, qui sont tous d'origine japonaise ou chinoise, plutôt japonaise. Et on a assisté à l'émergence de ce marché Yamaha, etc., des synthétiseurs. Il n'y a pas un seul grand compositeur japonais de synthétiseurs, pas un seul. Jean-Michel Jarre, normalement, il aurait dû naître au Japon. Enfin, son talent aurait dû naître au Japon. Non, pas du tout. Donc, en gros, il y a, je pense, avec les gènes européens, une inventivité, une créativité qui est impossible à juguler. Bah, sauf évidemment si on l'aplatit à force de... C'est-à-dire quoi, le génie de la civilisation française? Si vraiment il y a une dépendance génétique, nous avons des neurones qui sont branchés d'une manière qui est un peu comme un ordinateur quantique. En fait, on arrive à des calculs, à des imaginations plus nourries, plus raffinées,
que celle des purs exécutants. Alors je ne dis pas que les Chinois ou les Japonais sont par nature de purs exécutants, puisqu'il y a aussi des inventeurs, mais ils sont moins nombreux. Je suis désolé. C'est vrai. Alors, est-ce qu'en 12 ans, cette France a changé? Et si elle a changé, vers quoi? Vers quelle direction elle est allée? Alors là, oui, évidemment qu'elle a changé. Bon, j'étais à l'étranger pendant 6 ans, donc la seule chose dont j'ai pu témoigner en Espagne et en Italie, où j'ai passé 3 et 3, c'est que le ministère des Affaires étrangères, dont je dépendais, essayait de vendre une France qui n'est pas celle dont nous parlons. Ils essayaient de vendre une France des cités, une France multiculturelle, à des pays qui la refusaient par nature. Par exemple, le nord de l'Italie, la Lombardie, était pleine de lycées français où un crétin agrégé des lettres français venait expliquer chaque semaine, il était mon adjoint, venait expliquer chaque semaine à chacun de ces lycées à quel point l'antiracisme à la française était une solution intelligente pour le nord de l'Italie. Donc, bon, les Italiens disaient, bah, enfin, cool. Voilà. Ça, c'est bien dit ça pour le coup. Bon. Ben, regardez, j'ai écouté ce matin Monsieur Macron et il a parlé de la jeunesse, pour le coup, par rapport aux Jeux Olympiques, mais il a parlé essentiellement de la jeunesse de Seine-Saint-Denis. Il n'a pas parlé de la jeunesse du Vercors absolument. ou de la Nièvre. Absolument. Bizarrement, celle-là n'existe pas. Alors, c'est d'autant plus ridicule que, contrairement à ce que pensent les macroneux, cette jeunesse-là, celle de Cahors, etc., n'est pas une jeunesse qui est vouée aux fêtes traditionnelles et aux danses avec du biniou. Ils sont tous très modernes. Mais c'est une modernité qui ne plaît pas. C'est celle de Cantona, grosso modo. Elle ne plaît pas à Macron. C'est pas sa France. D'ailleurs, il n'y a pas de France réellement. Sa France à lui, c'est Las Vegas. Quand il fait ses réunions électorales juste avant l'élection en 2017, la dernière réunion électorale, il l'a faite à Las Vegas avec 400 personnes qui sont arrivées par avion. Oui, il n'a pas de France. Lui, voilà. Lui, c'est plutôt une personne déracinée. Voilà, à Las Vegas, vous avez une espèce de Paris qui est une imitation de Paris. Ben, c'est ça, la France de Macron. Et de Tour Eiffel. Voilà, exactement. Mais comment on explique justement que ce personnage est encore à la tête de l'État? Il n'a pas, je veux dire, alors certes il y a eu les gilets jaunes, mais bon, c'est pas. Il n'est pas à la tête de l'État, il est à la tête de l'économie qui se fait passer pour l'État. N'est-ce pas? Le système économique est devenu un substitut de l'État, et c'est lui qui décide de ce que nous devons voter, de ce que nous devons décider comme mesures sanitaires, on l'a bien vu, et autres. Donc il aurait fallu que les politiques reprennent le dessus, mais on leur a fait comprendre, et ça une partie des économistes ont eu tort dans les années 70-80, Casanova, des gens comme ça, ont eu tort de dire « vous n'y connaissez rien en économie, donc vous n'avez pas le droit de parler en politique ». C'est absurde. C'est absurde. C'est comme si on disait à un père de famille qui ne connaît pas le fonctionnement d'un Windows, tu n'as pas le droit de juger de l'opportunité des heures d'ordinateur de ton fils de 12 ans. Sous prétexte qu'il ne connaît pas le fonctionnement de la machine. C'est absurde. Le père, même s'il ne connaît pas le fonctionnement de la machine, a le droit de dire maintenant tu arrêtes et tu vas lire. Voilà. Et ce que n'a pas fait la France politique de l'époque. C'est vrai. Mais vous savez, en vous lisant depuis nombre d'années, j'ai vu quand même que vous avez évolué vers autre chose. J'ai l'impression que vous avez, avant, on parlait plus des conséquences des politiques. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous parlez plus des causes aussi, de ceux qui dirigent. Les causes, écoutez, pour avoir été à la cheville des deux mondes, l'Amérique a une responsabilité considérable, et pas par hasard. Elle a décidé d'avoir une responsabilité considérable dans la façon dont nous avons évolué. Nous devions devenir un marché captif, et nous le sommes devenus. Marché captif dans tous les domaines, y compris celui qui est le mien, qui est celui des arts et lettres. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour résumer beaucoup, pour être caricatural, parce qu'on n'a pas le temps, à un moment, quand mes propres livres marchaient un peu moins bien, ce qui dans une carrière, ça arrive toujours vers 35 ans, j'avais cette ressource, pour maintenir une trésorerie, de traduire des livres. Lesquels? Des livres américains, évidemment. Quel genre de livres américains? Des saloperies criminelles, des tueurs en série, ce genre de choses. Donc, alors déjà, c'est une honte, parce que moi, je passais mon temps à raconter des émois de jeunes filles, enfin pas de jeunes filles, mais de gens un peu raffinés dans un presbytère, enfin bon. Et donc j'avais un côté un peu mauriacien dans mon inspiration, et on m'obligeait à traduire des horreurs venues de Californie. Mais le pire de tout, c'est que ces horreurs se retrouvaient dans la vitrine à la place de ce que je faisais. Donc au bout de 2-3 ans, vous voyez les livres, par exemple, je citais tout à l'heure Michael Chabon. Michael Chabon, déjanté complet, une sorte de dépente à l'américaine.
et vous voyez que Chabon se retrouve dans la vitrine à la FNAC, et votre propre livre, il est dans le rayon derrière. Donc voilà, c'est ça un problème. Est-ce que ces horreurs ressemblent aussi à ce qui se passe peut-être à la tête de l'État? Faisons une analogie avec l'affaire Brigitte. Je vois pas le lien là, mais Bah, c'est une horreur. Hein. ah, une horreur, oui. Non, là le lien est quand même un peu distendu. Ouais, bah, je voulais rebondir dessus en fait. Oui, bon. Non, mais oui, l'affaire en Brigitte, on peut en parler sur le plan sociologique. Oui, sociologique évidemment. Je veux dire, l'affaire en elle-même, je connais Poussard, etc. C'est son métier. Poussard, lui, il regarde, il compare les dates, il le fait très bien. Moi, ce que je vois, c'est que il y a des questions qu'on ne peut plus poser. Et c'est rare dans l'histoire française qu'on ne puisse pas poser de questions. Voilà. Là, en l'occurrence, et quand on les pose, on voit avec cette journaliste de l'Obs qui vient de publier un livre, les réponses arrivent tout de suite. C'est vrai. Et donc, on dit, ah non, mais vous préférez pas que j'analyse un peu? Mais non, la réponse est là. Donc cette fille nous propose des réponses toutes faites. Et alors, quand on insiste un peu, à ce moment-là, il passe dans le registre de l'intimidation. Mais pourquoi vous insistez à enquêter là-dessus? On vous a dit quelle était la bonne réponse. Là, un romancier, quelqu'un d'un peu, disons, curieux, commence à se douter qu'il y a quelque chose dessous. Oui, mais j'ai l'impression qu'en France, dans tous les sujets un peu, on va dire, voilà, qui dépassent un peu les lignes jaunes, il y a une forme d'omerta. C'est déjà aussi le cas avec les injections aussi. Hein. Oui, on n'en parle pas en France. C'est le cas aussi pour la crypto, parce que la crypto est évidemment une voie d'avenir, une voie de secours, et Elon Musk l'a parfaitement compris. Or, les banques centrales sont en train de galoper après la crypto pour la transformer en monnaie numérique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, on essaie de nous coincer de tous les côtés. Mais donc, cette histoire, pour résumer, cette histoire de Brigitte, pour moi, est un symptôme. C'est un symptôme de ce qui ne va pas ailleurs. La façon dont on nous promène. Et les gens devraient se douter qu'il y a quelque chose d'anormal. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que vous observerez que sur RTL, tous les jours, à 14h30, c'est l'heure du crime. Et là, on invite les auditeurs à enquêter avec le type qui commente sur qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de cette jeune fille quand elle est partie toute seule dans la nuit. Donc, en gros, on induit ce phénomène d'enquête permanente dans le public depuis des années. Regardez RIS et tous les feuilletons américains où on enquête sur des crimes en série. Et là, on a une énigme d'État monstrueuse, c'est-à-dire qui est monstrueusement opaque. Et là, tout le monde devrait s'arrêter de gratter. Mais vous savez, bon, alors moi j'ai interrogé nombre de fois Natacha Arey et Xavier Poussard, etc. Mais moi, ce qui me fascine un peu dans cette histoire, c'est même pas le supposé, enfin, je vais parler avec un terme moderne, ouais. Genre, ouais. Mais c'est la trajectoire du président de la République. Oui, comment, en très peu de temps, alors qu'il n'a pas été le plus érudit, le plus intelligent, il n'a pas été le meilleur à l'ENA, en très peu de temps, il a été cornaqué, en gros, par Monsieur Attali, Monsieur Minck, Rothschild, etc. Oui. Et en fait, cette trajectoire, aucun journaliste ne se pose la question. Non, mais c'est fou quand même. C'est effrayant et effectivement, ça jette une ombre un peu inquiétante. Ancien lecteur de Bob Moran, je dirais une ombre jaune. Oui. Non, mais je veux dire, il y a quelque chose d'un peu maléfique dans la façon dont tout s'est agencé pour nous imposer cette solution. 2 fois. Hein. 2 fois. Voilà. Et donc, maintenant, il s'agit de trouver ce qu'il y avait de maléfique, et je pense qu'effectivement, ces histoires de genre sont tout à fait secondaires. Il y a autre chose derrière. Mais clairement, parce que, regardez, à l'époque, vous aviez des journalistes d'investigation. Oui. Ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus d'équivalent de minutes comme aujourd'hui. Soyons justes avec Xavier Poussard, il le fait, ça. Oui, mais il est le seul. Oui, c'est vrai. Le seul. C'est vrai. Et il le fait exilé. Alors là, il est doublement exilé, puisqu'il visiblement, il s'arrange pour passer par l'Amérique pour réintroduire ses thèses. Donc, déjà, c'est la preuve d'une grande faiblesse du monde français. C'est que, déjà, nos solutions positives, nos investissements, tout ça, est gouverné par le monde américain. On l'a bien vu à quel prix, hein, Alstom et compagnie. Et on voit bien que, même dans les affaires louches de ce genre, la façon de les traiter, la façon d'analyser, nos journalistes sont absolument tétanisés. Et il faut que ce soit des blogueurs californiens qui fassent le travail. Cette histoire, elle a attisé votre curiosité? Vous avez vu quelque chose de clocher? Oui, évidemment. Mais les choses qui clochent le plus sont, à mon avis, la façon dont on vous inflige la vérité.
Et c'est pareil pour le Covid. Comment ça La vérité vient trop vite. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vous explique des choses sur le Covid qui devraient être le fruit d'une enquête minimum. Or, ces solutions théoriques vous sont apportées clé en main, et puis bizarrement, elles sortent en Allemagne pareil, en Autriche pareil, en Nouvelle-Zélande. Donc il y a évidemment un plan concerté. Et là, pour ce qui est du contre-feu, parce qu'il n'y a pas d'autre mot à propos de Brigitte, et du livre qui vient de paraître, on voit très bien les ficelles du contre-feu. On nous a infligé des pistes, des fausses pistes pour essayer de ne pas nous faire regarder là où il faudrait. Voilà. Merci beaucoup, cher Christian Combaz. On va passer au grand débat. Enfin, c'est plutôt une belle discussion entre amis. Mais avant ça, les petites annonces. Au commencement était le verbe. Spoiler alerte, pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Alors merci. Merci d'avoir cru en nos différents projets. Merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde. Si toute cette aventure a été possible, c'est grâce à vous.